L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Daniel Bayot. En France, une jeune fille sur 9 est victime de violences sexuelles ou d'inceste avant l'âge de 18 ans. Le jeudi 27 mai prochain, au centre universitaire d'Agen, l'association Dr Bru organise son 6e colloque sur le thème « Écoute et impact de la parole de l'enfant autour de l'inceste ». Ce colloque s'adresse aux professionnels concourant à la protection de l'enfance. Jacques Dargelès, bonjour. Bonjour. Une jeune fille sur 9 de moins de 18 ans dans notre pays est victime de violences sexuelles ou d'inceste. Cette statistique est à peine croyable. Oui, bien sûr, c'est une statistique à peine croyable, mais qui est pas vérifiée et invérifiable. Je crois que c'est un chiffre, comme tous ces chiffres concernant ces problèmes-là, qui a été lancé, mais dont on ne sait pas la réalité. Voilà, je crois qu'il n'y a pas eu de véritable étude et elle serait très difficile à mener. Alors c'est une question dont on parle beaucoup ces temps-ci, depuis quelque temps on va dire, avec certaines affaires judiciaires. Pour autant, vous nous dites, mais finalement on donne l'impression de découvrir la question alors que c'est une question qui est connue depuis très longtemps. Oui, on donne l'impression de découvrir ce problème. Ce problème existe pour les professionnels de l'enfance et les professionnels de la protection de l'enfance. Ce problème existe depuis très très longtemps. Il n'y a qu'à demander que ce soit au service public, c'est-à-dire à l'aide sociale à l'enfance des conseils généraux en France, ou que ce soit dans les associations de professionnels de protection de l'enfance. Ces institutions ont traité depuis de très nombreuses années des problèmes d'inceste et des problèmes de violences sexuelles intrafamiliales, dans le cadre de l'assistance éducative souvent. Oui. Alors l'association Dr Bru, depuis 1996, est engagée dans un combat, celui de la reconstruction des victimes de violences sexuelles et d'inceste. Quelques mots sur l'histoire de cette association ? Mais écoutez, l'histoire de l'association elle est très agenaise. C'est Madame le Dr Bru qui est bien connue pour avoir été dirigeante et propriétaire du laboratoire UPSA, a décidé, sur les conseils d'une de ses amies, de créer une maison d'enfants spécialement dédiée pour des jeunes filles victimes de violences sexuelles intrafamiliales. Voilà, c'est un choix qu'elle a fait, c'est un pari qu'elle a engagé et qu'elle a réussi d'ailleurs. En travaillant avec ces jeunes filles, en aidant ces jeunes filles dans une maison entièrement dédiée à ça. Alors, bien entendu, des jeunes filles en France étaient prises en charge dans des maisons d'enfants à caractère social, mais l'objectif n'était pas centré sur le travail avec cette problématique particulière. Voilà, c'est donc l'impulsion de Madame le Dr Bru qui a fait qu'à Agen, il y a cet établissement qui est unique en France autour de cette question. Alors avant d'évoquer quelques-unes des questions qui seront abordées lors du 6e colloque de l'association Dr Bru, parlons de cette maison d'accueil Jean Bru. C'est en quelque sorte, on va dire, un refuge, le refuge de ces victimes de violences sexuelles et d'inceste. Quel genre d'hébergement vous proposez à ces jeunes filles ? Je ne sais pas si le mot refuge peut être évoqué. C'est un lieu protecteur. D'abord, c'est un lieu protecteur. Il ne faut pas oublier que ces jeunes filles sont placées par les services d'aide sociale à l'enfance de différents départements, mais à partir d'une décision à l'origine d'un juge des enfants, dans le cas de l'assistance éducative, de l'article 375 du Code civil, pour être plus précis. Donc, refuge dans la mesure où c'est une protection au sens juridique du terme. Voilà. Ce sont des jeunes filles mineures forcément ? Ce sont des jeunes filles mineures forcément à l'admission dans l'institution, mais qui peuvent après bénéficier de ce qu'on appelle un statut jeune majeur. Là aussi, on ne va pas parler des textes, mais cet hébergement se fonde sur un texte, jeune majeur, donc jusqu'à 21 ans, si la jeune fille en est d'accord, bien sûr. Combien de places disponibles dans cette maison-là ? Alors, aujourd'hui, notre habilitation administrative, parce que nous sommes habilités par le Conseil général et le ministère de la Justice, cette maison peut recevoir 25 jeunes filles, 16 en hébergement, 3
en appartement autonomie. Cela veut dire qu'elles sont aidées par les éducateurs, mais elles vont vers l'autonomie, donc avec un appartement différent de l'appartement hébergement, et 6, si j'ai bien compté, en ville, en appartement en ville, en tant que jeune majeur. Alors, l'accueil de ces jeunes filles est essentiel, ne serait-ce qu'en termes de protection. Mais une fois dans votre maison d'accueil, c'est tout un travail gigantesque de reconstruction qui commence. Alors, comment engagez-vous ce travail ? Peut-être aussi avec quel genre de personnel, quel genre de discipline, quel genre de spécialiste ? Alors, tout d'abord, il faut rappeler que c'est une expérience qui a été mise en place par Madame le Docteur Bru en 1996 et que cette expérience perdure, elle continue, même si les pratiques se sont affinées, ont été évaluées, validées. Je crois que de 1996 à 2010, beaucoup de choses ont été faites, il y a eu beaucoup de changements, d'évolutions, de réflexions autour de cette prise en charge. Donc cette prise en charge se fait à partir d'une équipe de professionnels. Je crois que s'il y avait qu'un mot à retenir dans ce que je dis, c'est le mot professionnel, de professionnels formés et contrôlés au sens technique du terme. On n'aide pas des jeunes filles ayant vécu l'inceste ou les violences sexuelles intrafamiliales sans travailler sur soi-même, sur ses émotions, sur tout ce que ça suscite chez les professionnels. Donc ce sont des professionnels qui sont animés par un directeur qui s'appelle Michel Louvet et un chef de service qui s'appelle Marianne Lousteau-Milani, et une équipe de professionnels, éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs, assistantes sociales, entourés de personnels de services généraux qui font partie de la prise en charge, puisqu'ils côtoient les jeunes filles, qui eux aussi bénéficient de formation et d'aide technique par des médecins psychiatres, psychanalystes. Voilà, personnel spécialisé, oui. Personnel professionnel. Oui. Alors, une jeune fille qui entre à la maison Jean Bru, comment se passe son accueil et puis ensuite comment se met en place ce travail quotidien ? Alors l'accueil, c'est l'accueil comme dans toute maison d'enfants à caractère social. Je crois qu'elle est accueillie par un groupe avec peut-être une différence par rapport aux autres maisons d'enfants à caractère social, c'est que personne ne lui demande pourquoi elle est là, puisque tout le monde sait pourquoi les jeunes filles sont là. Je crois qu'elle est accueillie avec une période. D'abord, il y a une période d'admission où la jeune fille, avec les éducateurs qui la suivent jusque-là, elle est venue passer une journée. Elle a eu le temps de réfléchir à cette admission et disons que son l'adhésion à son admission dans cette maison est recherchée. Par la suite, lorsqu'elle est admise, il va y avoir une période d'essai mutuel de 2 mois, même si c'est un placement judiciaire, il ne faut pas l'oublier, de période mutuelle de 2 mois de réflexion où on va lui proposer ce qui est possible. Mais je crois qu'à partir du moment où la jeune fille va rentrer dans la maison d'accueil Jean Bru, on ne va plus la regarder ou ne la considérer comme une jeune fille étant victime d'inceste. On va la considérer d'abord comme une jeune fille qui, à un moment donné, a été victime d'inceste, dont l'éloignement du milieu familial est nécessaire et dont une prise en charge spécialisée doit répondre à ses problèmes personnels. Mais je crois que ce que l'on va traiter dans un premier temps, c'est la question de l'école, la question de l'entourage social, la question de son insertion dans le tissu culturel local. Il n'est pas question de la surprotéger, quoi. Il n'est pas question de la surprotéger. La maison d'accueil Jean Bru est une maison ouverte, bien entendu contrôlée. On ne rentre pas et on ne sort pas comme ça. Mais bon, j'allais dire comme dans une famille, à cet âge-là. Voilà. Donc c'est pas de la surprotection, c'est de la protection au sens judiciaire du terme, mais ce n'est pas de la surprotection. Et le travail des éducateurs dans un premier temps va être de l'insertion sociale. Je crois que n'oublions pas que ces jeunes filles à l'admission ont entre 13, 14, 15, 16 ans. Donc le premier objectif, c'est de préparer leur avenir et leur devenir. Jacques Argelès, directeur général de l'association Dr Bru, est notre invité du jour. Cette association Dr Bru a désormais, on l'a dit, environ 14 ans d'existence, et donc une vraie expérience de terrain sur la problématique des violences sexuelles intrafamiliales et de l'inceste.
Dites-nous, Jacques Argelès, comment est aujourd'hui utilisée en quelque sorte cette expérience, ce savoir, cette compétence? Est-ce que finalement vous avez la possibilité de partager cette expérience? Oui. Alors, c'est l'un des buts qui nous a été fixé par Madame Bru et par le conseil d'administration de l'association. Je crois qu'il y a deux choses. La première chose, c'est donc l'accueil des jeunes filles, le travail qui se fait avec. Et, bon, on l'a pas évoqué, mais il y a bien entendu ce travail d'insertion sociale, mais également ce travail de libération du traumatisme et ce travail de désaliénation de l'identité de victime. Je crois que c'est le travail le plus important, avec aussi, il faut le souligner, une équipe qui travaille avec la famille pour faire évoluer la famille en même temps que la jeune fille. En fait, pour reprendre les termes de notre projet technique, c'est préparer leur vie de femme dans tous les sens du terme. Voilà. Donc, à partir de ces expériences-là, ce que l'on essaie de faire, c'est de chercher autour de ces questions de l'inceste. C'est l'une des missions aussi de l'association. C'est pour ça que une recherche est en place sur les anciennes, celles qui ont quitté la maison d'accueil Jean Bru, qui ont 23, 25, 28 ans et qui peuvent nous enseigner des choses autour de la prise en charge afin de l'améliorer toujours. Voilà, on va mettre en place très très prochainement avec un laboratoire de psychopathologie, on va mettre en place une recherche clinique sur le devenir mère de ces jeunes filles. Le devenir mère dans notre esprit, c'est pas être mère, c'est le devenir mère ou pas de ces jeunes filles, mais comment peut-on aider ces jeunes filles qui deviennent des jeunes femmes autour de cette question du devenir mère, et qu'est-ce que peut produire une prise en charge très spécialisée comme celle qui est menée à la maison d'accueil Jean Bru. Et bien entendu, lorsqu'on parle de pratique, lorsqu'on parle de réflexion autour de la pratique, forcément on parle de formation et de transmission de notre expérience. C'est ce que nous faisons à travers, d'une part, la mise en place de formation au bénéfice de ceux qui nous la demandent. On va former prochainement une équipe de psychologues cliniciens d'un département de l'ouest de la France. Et le colloque s'inscrit tout à fait dans ce souci de transmettre nos expériences et notre savoir. Alors parlons justement de ce colloque 6e du nom qui aura lieu le 27 mai prochain à Agen, au centre universitaire. Alors il s'adresse, nous l'avons dit en préambule, aux professionnels. Quel type de professionnels? Alors il s'adresse à tous les professionnels qui sont concernés par des contacts avec les enfants. C'est-à-dire les professionnels spécialisés, ceux de la protection de l'enfance, c'est-à-dire des conseils généraux ou des associations de protection de l'enfance, des associations professionnelles, mais également tous les assistantes maternelles dont on sait le travail qu'elles font auprès de ces jeunes qu'on leur confie justement lorsqu'il y a suspicion ou lorsqu'il y a réalité des faits, les infirmières scolaires, les puéricultrices, vous savez ce qu'on a appelé tous ces professionnels de première ligne, ceux qui sont directement en contact tous les jours avec les enfants, les enseignants en particulier, et bien entendu les parents eux-mêmes, puisque souvent les parents recueillent la parole de l'enfant. Ce colloque traitera cette année de la parole de l'enfant autour de l'inceste. Dites-nous quelles seront les questions, ou en tout cas quelques-unes des questions qui seront soulevées autour de ce thème lors du colloque. Alors tout d'abord, ce qu'on a voulu, en choisissant ce thème, on a voulu se démarquer de tout le discours qu'il y a eu dans les médias autour de la parole de l'enfant. Et lorsqu'on parle aujourd'hui de la parole de l'enfant, immédiatement, on est renvoyé vers le procès d'Outreau. Oui. Voilà, le procès d'Outreau, qui est de ce qu'on en lit dans la presse ou de ce qu'on voit à la télévision, qui aurait été assez catastrophique. Mais il est dommage qu'on n'ait pas parlé des procès qui existent tous les jours dans toutes les grandes villes, en cour d'assises ou en correctionnel, où on va traiter des auteurs et des victimes, mais tout à fait convenablement. D'ailleurs, en même temps que le procès d'Outreau, il y a eu un procès également à Angers, en Maine-et-Loire, où le travail tant des magistrats que des travailleurs sociaux a été assez remarquable, mais hélas, on parle toujours de ce qui ne va pas, même si il faut aussi résoudre ces problèmes-là, et on ne parle pas de ce qui va. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est parler de la parole de l'enfant, mais pas de la parole dans le sens de la recherche de la vérité judiciaire, mais parler de la parole de l'enfant, de ce que ça fait sur les sujets qui l'entourent
ainsi que sur l'enfant lui-même. C'est-à-dire, ce qu'on a voulu, c'est aborder la question de ceux qui reçoivent la première parole de l'enfant. Ce que, dans notre jargon, on appelle cette parole intime, qui va devenir, par le jeu du signalement, du traitement de l'information préoccupante, pour parler aujourd'hui avec les termes de la nouvelle loi de mars 2007, qui va devenir public et judiciaire. Donc nous, ce qu'on veut, c'est travailler autour de la question de cette première parole qui est dite à la dame de la cantine, à la maîtresse, à la grand-mère ou à l'infirmière scolaire, et comment ces professionnels vont réagir, sachant qu'au-delà des recommandations, des bonnes pratiques, il y a l'impact émotionnel qui est énorme, et là on sait que cette première réaction de ces professionnels va être déterminante, non pas dans la recherche de la vérité, mais pour l'enfant lui-même, pour savoir sur qui il peut compter et comment il va être aidé par la suite, ce qui est notre but. Déterminant pour la victime. Déterminant pour la victime. Quels sont également, Jacques d'Argelès, quelques-uns des intervenants qui seront au programme de cette journée de colloque le 27 mai? Alors, on a voulu des intervenants le plus variés possible. Je crois qu'il y a il y a d'abord Madame Daligan qui est psychiatre et médecin légiste à Lyon, qui fait autorité en matière de maltraitance, qui est connue des professionnels et qui va nous apporter son expertise sur la question de ce que ça fait à l'enfant de parler. On dit toujours que l'enfant est libéré lorsqu'il a parlé. Eh bien, pour les professionnels, non. Les problèmes de l'enfant commencent le jour où il parle, puisque tout d'un coup il voit arriver une audience de police ou de gendarmerie, une expertise médico-légale, une confrontation éventuelle, etc. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais surtout ce qu'il ne faut pas croire, c'est que l'enfant se libère en parlant. Je crois que l'enfant rentre dans un système qu'il ne connaissait même pas, qu'il n'a jamais souhaité, mais qu'il va falloir assumer. Donc je crois que la première question, c'est qu'est-ce que ça fait à cet enfant ? Posé à Madame Daligan, psychiatre, et qui rencontre des enfants tout le temps, c'est son métier. Voilà. La deuxième chose qu'on voudrait aborder, c'est justement autour de ce que j'ai dit tout à l'heure, toutes ces procédures, toutes ces bonnes recommandations que l'on voit aujourd'hui fleurir dans les textes où sont soumis les travailleurs sociaux. Au-delà de ces bonnes pratiques, en fait, quelle est la réalité? Et on l'a demandé à une personne qui est sur ce champ-là depuis un certain nombre d'années, qui a travaillé à une unité médico-psychologique et qui travaille actuellement dans une association dont l'activité est centrée sur la maltraitance et en particulier la maltraitance sexuelle, pour nous parler des effets. Voilà. Et puis, la question des frères et sœurs, la question des parents se pose également, parce que je crois que dans une famille, lorsque cette question arrive, il y a des effets, il y a des dégâts collatéraux, comme on dirait maintenant, dans la famille, dans la fratrie, et je crois que c'est le travail clinique d'Hélène Romano et de Patrick Ayoun qui vont nous éclairer, qui sont membres du comité scientifique de l'association d'ailleurs, par ailleurs, et qui vont nous éclairer sur ces questions-là. Mais je crois que pour nous, le point, après avoir posé un cadre, le point le plus fort, ça va être la table ronde. C'est ça. Table ronde où ces professionnels de première ligne, qu'on n'entend pas souvent d'ailleurs dans ces questions-là, vont nous parler de leurs impacts et de leurs émotions dans ces situations-là. Ils vont pas nous donner des recettes. Ils vont nous donner leurs incertitudes et leurs difficultés et leurs émotions, mais ils vont nous faire réfléchir autour de ces questions, et surtout, ils vont faire réfléchir leurs pairs, qui sont à la même place qu'eux, autour de ce que ça leur fait, et éventuellement en proposant des réponses pour aider et la personne qui écoute, et partant l'enfant dont ils ont la charge. Voilà, je crois que c'est l'ambition, elle est là, elle est de transmettre une partie de nos connaissances. J'aime pas le mot savoir, parce que en sciences humaines, les savoirs, ils sont toujours un petit peu aléatoires, mais de nos connaissances, voilà ce qu'on pense, pourquoi on le pense, et puis proposer à des professionnels de dire comment ils vivent la question que l'on a posée lors de ce colloque.
Voilà, écoute et impact de la parole de l'enfant autour de l'inceste le 27 mai au Centre universitaire du Pin. Pour nourrir l'intérêt que vous portez à toutes ces questions autour de l'inceste et des violences sexuelles intrafamiliales, je vous conseille vivement de visiter le site internet de l'association qui organise le colloque, www.maisonjeanbru.org. Et puis le colloque donc toute la journée de ce jeudi 27 mai. Je rajoute pour terminer, je crois que les travaux de recherche qui sont faits régulièrement par votre association sont consultables, c'est-à-dire qu'on peut s'y reporter aussi. Oui, on peut s'y reporter sur le site que vous venez de... Alors le site est en cours de réactualisation, mais par exemple les actes du colloque seront sur ce site, voilà. Ainsi que les actes des 5 colloques précédents, et en consultant ce site, on a de bonnes indications sur le travail qui est mené. Jacques Argelès, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était l'invité du jour. Une émission animée par Daniel Bayot.